Mesdames, Messieurs, c'est avec beaucoup de plaisir qu'en qualité de président du Conseil général du Puy-de-Dôme, je vous souhaite la bienvenue dans notre département pour ce colloque consacré à la gestion des sites naturels habités de grande valeur patrimoniale. Le thème de ce colloque constitue, comme vous pourrez le découvrir lors des visites de terrain, une question forte, une question essentielle pour l'ensemble de notre territoire. En effet, tous nos paysages sont le fruit de l'interaction complexe entre l'homme et son environnement naturel. Nous avons notamment la chance de posséder un patrimoine géologique exceptionnel, admirablement mis en scène par la nature, l'alignement volcanique de la chaîne des Puys et de la faille tectonique qui le borde. Depuis 2007, le Conseil général a engagé une démarche d'inscription sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO de ce site emblématique de la chaîne des Puys et de la faille de Limagne. Cette candidature a très rapidement fédéré l'ensemble des composantes du territoire, universitaires, services de l'État, collectivités territoriales, acteurs économiques, les entreprises, mais aussi les habitants de notre département. Cette procédure, qui est une procédure longue et exigeante, constitue pour nous tout à la fois un défi et, je dirais aussi, une formidable ouverture sur le monde. Un défi car le niveau d'exigence élevé qu'impose l'UNESCO nous oblige à progresser avec humilité. C'est un appel à faire mieux et à voir plus loin. Quel que soit son aboutissement, je suis convaincu que cette démarche renforcera la coordination de nos interventions et replacera les habitants au cœur du projet et nous permettra de mieux comprendre et transmettre les richesses de ce site. Un défi, mais aussi une ouverture sur le monde, car à travers l'ensemble du processus, nous avons pu appréhender d'autres manières d'aborder la nature, la gestion des sites et découvrir d'autres paysages tout aussi fascinants que le nôtre en d'autres lieux. Nous avons notamment déployé une énergie importante pour construire avec les habitants et les acteurs locaux un plan de gestion. Ce plan de gestion doit être ambitieux pour pouvoir à la fois assurer l'accessibilité et la transmission de ce patrimoine universel commun et faire en sorte que le territoire reste vivant et contribue au développement des communautés locales. En effet, les paysages qui, pour beaucoup, semblent naturels résultent en grande partie de l'action humaine. Ils constituent le cadre de vie de ses habitants, ce que Philippe Descola appelle la nature domestique. Ces habitants sont indissociables de cette nature. Ils ont souvent su s'adapter et su adapter leur mode d'occupation aux conditions sociales et économiques contemporaines. Ce cadre naturel est également soumis à des pressions fortes liées à son exploitation, fréquentation de masse, projets d'infrastructure ou d'exploitation minière. Dès lors, comment concilier, et c'est toute la question, la préservation d'une nature exceptionnelle, potentiellement menacée, avec le maintien d'un cadre de vie qui répond aux attentes et besoins des communautés locales? Pour répondre à cette question, nous avons cherché les ressources localement au sein de nos partenaires, en nous appuyant notamment sur l'expérience du Parc naturel régional des volcans d'Auvergne, dont je salue le président Roger Garde, qui est à nos côtés, parc naturel qui intervient sur ce site depuis maintenant 35 ans. Mais nous avons également trouvé des réponses à l'extérieur, et les différents contacts que nous avons pu établir tout au long du processus ont confirmé que de nombreux autres sites dans le monde sont confrontés
au même type de questions. C'est en débattant de ces questions, tant avec les acteurs locaux qu'avec le comité scientifique, qu'a germé l'idée de ce colloque qui nous rassemble aujourd'hui. Élaboré conjointement par les universitaires et les services du Conseil général, il réunit chercheurs, experts internationaux, gestionnaires de sites inscrits ou candidats, afin d'échanger sur les méthodes pratiques de gestion qui permettent d'articuler valeurs universelles exceptionnelles et enjeux locaux, tout en s'appuyant sur l'implication et la participation des communautés locales dans la gestion. Fort heureusement, il existe déjà des outils pratiques très utiles. Je pense par exemple au manuel de référence publié conjointement en 2012 par l'UNESCO, l'ICROM, l'ICOMOS et l'UICN. Mais j'ai le sentiment que face à l'ampleur des pressions externes, chacun bricole d'une certaine manière, comme il le peut, sa propre solution. L'objectif de ce colloque n'est donc pas de refaire ce qui a déjà été fait. Notre souhait est que ces échanges contribuent à la diffusion de façon d'élaborer et de mettre en œuvre des modalités pratiques de gestion de sites dont la valeur universelle exceptionnelle relève de critères naturels, modalités de gestion qui doivent associer au mieux les hommes qui parcourent ou habitent ces sites. Nous espérons aussi que ce colloque pourra aider à l'émergence de réseaux d'acteurs prêts à mutualiser leur savoir-faire, comme nous avons commencé à le faire avec nos amis éthiopiens, dans un esprit de coopération. Et au final, peut-être aurons-nous modestement contribué à développer une façon différente de penser les relations homme-nature. En effet, pour relever les défis d'épuisement des ressources, d'injustice sociale et de crise alimentaire qui menacent l'humanité, peut-être est-il temps d'appréhender la nature non comme un objet de satisfaction de nos seuls besoins immédiats, mais bien comme le substrat vital à la présence humaine. Ce colloque, se situant à l'interface de la recherche et de l'action, nous aurons des exposés de chercheurs, d'experts et d'acteurs locaux concernant des sites inscrits au patrimoine mondial ou des sites candidats. Et je tiens à remercier tous les intervenants qui nous font l'honneur d'avoir répondu à notre sollicitation. En tant que président de collectivité locale, je ne peux m'empêcher de dire combien je suis honoré de la présence de M. Baguila, représentant du district d'Ifugao à l'Assemblée nationale des Philippines, qui a beaucoup œuvré pour le site des terrasses rizicoles, ainsi que de M. Tellus, président de l'association qui gère le site de Laponia et dont les travaux nous ont grandement aidés à construire notre plan de gestion. Je suis également particulièrement heureux que M. Patry de l'UNESCO ait pu se joindre à nous, malgré, je le sais, son emploi du temps très chargé, et je l'en remercie, ainsi que Mme Braun de l'IUCN et Mme Richon de l'ICOMOS, qui nous ont beaucoup aidés à construire le programme de ces journées. Je vous souhaite donc à toutes et à tous des journées fructueuses et passionnantes, tant au cours des séances plénières qui se tiennent ici, des ateliers ou aussi des sorties sur le terrain qui vous permettront, grâce au beau temps, la météo nous aide beaucoup, nous devons la remercier, nous devons l'encourager d'ailleurs à poursuivre, qui vous permettront donc de découvrir plusieurs facettes du département du Puy-de-Dôme. Je vous remercie de votre attention. Merci, Monsieur le Président. Bonjour à toutes et à tous. Je vais avoir le plaisir en quelques minutes de vous dire quelques mots sur le parc naturel régional des volcans d'Auvergne, que vous connaissez peut-être déjà, sinon que vous allez découvrir au cours des visites de demain toute la journée. Vous le savez sans doute, les parcs naturels régionaux sont des territoires fragiles et habités. On est donc au cœur des préoccupations de ce colloque,
des territoires au patrimoine naturel et culturel riche et menacé, faisant l'objet de projets de développement qui sont fondés sur la préservation et la valorisation du patrimoine. Les parcs, c'est un ensemble de territoires très important dans notre pays. Nous en avons 48 actuellement en France, qui couvrent à peu près 15% de notre territoire national et qui constituent bien entendu un cadre privilégié des actions menées par les collectivités publiques en faveur de la préservation des paysages et du patrimoine naturel, mais aussi culturel. Ils s'inscrivent dans les principes d'un développement durable conciliant protection de l'environnement et des ressources, plus-value économique et progrès social. Leur projet de territoire s'inscrit dans une charte qui actuellement a une durée de 12 ans. Celle du parc des volcans vient d'ailleurs d'être renouvelée et nous conduira donc jusqu'en 2015. Et dans cette charte, on rappelle évidemment dès le début les grands principes et les grandes missions principales qui sont les nôtres. Nous devons protéger les patrimoines, en particulier par une gestion adaptée des milieux naturels et des paysages, favoriser un aménagement harmonieux de l'ensemble du territoire, contribuer à son développement économique, social, culturel et à sa qualité de vie, assurer l'accueil, l'éducation, l'information du public, réaliser aussi des actions expérimentales ou exemplaires qui vont permettre de contribuer parfois aussi à des programmes de recherche. Le parc des volcans d'Auvergne a été créé en 1977 et son périmètre obéit à une logique géographique, voire géologique. C'est un très vaste territoire qui regroupe les grands ensembles volcaniques auvergnats que sont le Cantal, le massif du Sancy et bien entendu la chaîne des Puys, sur une surface totale de près de 400 000 hectares, qui fait de notre parc le plus grand de France, ce qui est peut-être un avantage, mais crée aussi quelques difficultés supplémentaires. Si la préservation et la valorisation des patrimoines étaient et restent bien entendu sa vocation première, sa création a été en grande partie motivée au départ par la protection de ce secteur central de la chaîne des Puys face à une exploitation minérale excessive, plus particulièrement celle de la pouzzolane, qui avait connu, après la Deuxième Guerre mondiale, un essor important. En effet, la chaîne des Puys a apporté la matière première nécessaire à la construction et reconstruction, plus exactement, d'un certain nombre de villes détruites. La méthode du parc, qui en réalité ne possède qu'un très faible pouvoir de coercition, repose donc, pour être efficace, sur la médiation, sur l'association des partenaires, la conciliation des usages et des intérêts. C'est ainsi qu'il met en œuvre des actions de gestion alliant préservation des milieux et des paysages, maintien et développement des activités économiques traditionnelles, comme l'agriculture, la sylviculture, ou des activités plus récentes, comme les loisirs de pleine nature. Deux exemples concrets peuvent illustrer de manière plus précise cette approche. D'abord, l'aménagement des cheminements en sol volcanique fragile. Beaucoup de chemins, et on l'ignore parfois, sont des propriétés privées, mais empruntées en même temps par de nombreux randonneurs. Pour assurer leur entretien, le parc conclut des conventions avec les propriétaires, et ainsi, en échange d'un droit de passage accordé par eux, le parc réalise des aménagements permettant de canaliser les randonneurs et de lutter contre l'érosion. Présentée ainsi, la démarche peut paraître simple, mais en fait, cette évocation sommaire ne permet pas de rendre compte de toute la complexité qu'il y a derrière et de la longueur des négociations où interviennent, outre les propriétaires bien entendu, l'État pour les autorisations de travaux dans le périmètre classé, les conseils régionaux et départementaux pour les financements, les usagers externes aussi pour les inciter à ne pas sortir des chemins aménagés, les usagers locaux, les chasseurs, les résidents, qui ne voient pas toujours d'un bon œil la venue de personnes extérieures à leur territoire et qui perturbent parfois leurs habitudes. Il a donc fallu à toute l'équipe du parc, que j'ai plaisir à saluer ici, en particulier Christine Montaulois, des compétences techniques solides, mais surtout beaucoup de diplomatie, de capacité d'écoute, pour passer d'une situation de conflit à une situation de dialogue. Il a fallu aussi que nous tous, les élus,
nous soyons solidaires pour arriver à un résultat qui n'est jamais acquis de manière définitive. Deuxième exemple, pour illustrer l'action du parc, l'accompagnement des pratiques pastorales. Le maintien des estives est un enjeu essentiel en chaîne des puits, comme d'ailleurs dans une grande partie du territoire du parc, pour conforter une activité d'élevage indispensable à la vie sociale et économique du territoire, et aussi, bien entendu, pour renforcer la lisibilité des paysages et maintenir la biodiversité. Là encore, les compétences techniques sont essentielles, mais elles ne sont rien si l'on ne prend pas en compte tous les intervenants, agricoles et non agricoles, concernés par cette affaire et qui doivent être associés le plus en amont possible. Les propriétaires, les agriculteurs, les bergers, les usagers du site, pour qu'ils respectent ces activités pastorales fondamentales. Nous avions d'ailleurs au parc créé, il y a près de 30 ans, un véritable service pastoral, et nous avons maintenant des chargés de mission agriculture et environnement qui accompagnent les projets des agriculteurs, qui négocient les mesures agro-environnementales et qui contribuent ainsi à la conciliation des usages. Pour construire cette méthode, pour développer ce savoir-faire, le maintenir, l'enrichir aussi, le parc travaille régulièrement avec les scientifiques et les chercheurs dans différents domaines, relevant aussi bien des sciences biotechniques que des sciences humaines et sociales. Ces compétences peuvent être le support d'échanges avec d'autres territoires confrontés à des enjeux similaires. En fait, la gestion de sites naturels et habités est en perpétuel mouvement. Elle doit s'adapter aux changements de pratiques et de consommation de l'espace, des ressources, des produits, et également, à terme, au changement climatique. Ce sont des défis qui ne peuvent être relevés que grâce à des échanges régulés par la mutualisation des connaissances et des moyens et dans une remise en cause régulière de nos propres pratiques. Aussi, parce que, dans des territoires certes différents, nous sommes confrontés à des problèmes similaires, le colloque attractif que nous ouvrons ce matin apportera sans aucun doute des éléments de réponse à des questions de fond que nous nous posons tous. Par exemple, comment développer, protéger, accueillir dans un monde dérégulé où les appétits sont parfois plus forts, alors que l'on constate des replis identitaires frileux? Ou comment articuler des besoins et des attentes locales de développement avec des enjeux globaux de protection et de transmission du patrimoine? Ou encore, comment initier une participation effective des populations locales qui puisse s'inscrire dans la durée? Finalement, les préoccupations des parcs naturels régionaux me paraissent très proches de celles des sites inscrits au patrimoine mondial, quelles que soient par ailleurs les différences que l'on peut observer, et je suis persuadé que les échanges qui vont avoir lieu pendant ces 3 jours ne pourront que contribuer à nous enrichir mutuellement. Merci de votre attention. C'est un grand plaisir, au nom du Presse Clermont Université, que d'être associé à l'introduction justement de cette manifestation. Et il me semble justement qu'introduire ce colloque autour justement de la problématique qui a été posée, qui est celle du rôle de la communauté scientifique dans l'élaboration et le suivi d'une candidature, eh bien, cela revient à s'interroger aussi sur les missions de l'enseignement supérieur, de l'université et des organismes de recherche. Donc de s'interroger sur leurs missions et sur leurs relations avec leur environnement social, économique et culturel. En effet, le rôle d'un établissement d'enseignement supérieur et de recherche et d'une université n'est pas exactement celui d'une collectivité territoriale ou d'un parc naturel. Il n'entre pas évidemment dans les prérogatives de la communauté scientifique de porter politiquement une candidature comme celle qui est actuellement justement portée autour de la chaîne des puits et de la faille de Limagne. En revanche, l'université, la communauté scientifique également sont bien des acteurs du développement territorial
Et d'ailleurs, la création de l'Institut Auvergne du développement territorial qui vous accueille aujourd'hui dans ces murs, eh bien, a été déjà le signe au sein de notre communauté de cette ouverture justement sur ces questions de développement territorial, cette ouverture également aux problématiques de l'action des collectivités territoriales. C'est-à-dire que l'université et la communauté scientifique doivent contribuer aussi bien par leurs actions de formation que leurs actions de recherche, leurs actions de valorisation, de diffusion de la culture scientifique, doivent contribuer à l'attractivité des territoires et à leur développement social, économique et culturel. Donc l'université a bien un devoir social, un devoir d'ouverture, que d'ailleurs la nouvelle loi française sur l'enseignement supérieur et la recherche a mis en avant, en ajoutant notamment la notion de transfert aux missions déjà nombreuses que doivent remplir les établissements d'enseignement supérieur et de recherche. Donc la communauté scientifique a bien pour rôle, entre autres, de valoriser les recherches qui sont conduites dans les différents domaines qui sont les siens, pour éclairer l'action des acteurs publics. Et je dois dire que dans le cadre du montage du projet sur justement la reconnaissance de la chaîne des Puits, la faille de Limagne, je dirais que cette contribution, cette articulation a été tout à fait exemplaire. Et je dois ici, bien sûr, saluer le conseiller général et son président qui ont véritablement souhaité, dès le début en fait de leur démarche, eh bien, associer justement à cette démarche les compétences de la communauté scientifique. Alors, quel intérêt cela présente, à la fois d'ailleurs pour un projet comme celui-ci, et puis pour l'université, je dirais cela permet tout d'abord de croiser les regards, les expériences, de jeter aussi des ponts entre la recherche dite académique et, je dirais, le monde socio-économique, autour notamment des questions effectivement de valorisation. Et il me semble que ce type de démarche profite d'ailleurs aussi bien, en quelque sorte, à la candidature qui est ici portée, qu'elle permet effectivement d'étayer scientifiquement, qu'elle enrichit, qu'elle peut légitimer aussi d'une certaine manière. Elle profite donc aussi bien à ce dossier que à la recherche universitaire en elle-même. On est là effectivement dans une logique, on va dire, d'interaction réciproque, d'enrichissement réciproque. C'est-à-dire qu'autour d'un même projet, d'un même objet qui nous réunit ici, eh bien, des disciplines, des laboratoires qui relèvent de domaines scientifiques différents, eh bien, sont amenés justement à travailler ensemble, sont amenés à faire évoluer justement leur questionnement, à faire travailler également des étudiants avancés, souvent au niveau master et doctorat, justement pour répondre à un certain nombre de questions qui leur sont posées par les acteurs publics, sont amenés également à apprendre, à mieux communiquer sur leurs travaux, à mieux se faire connaître des acteurs publics. C'est-à-dire que c'est aussi pour la communauté scientifique, en quelque sorte, une manière de progresser, à la fois justement par une dimension, on va dire, en acquérant une dimension interdisciplinaire plus affirmée, puis de progresser également, je dirais, dans la reconnaissance de son rôle social, à la fois dans son territoire et au-delà. Alors, plus concrètement, ce qu'il faut, je dirais, en termes d'implication des différents acteurs, il faut bien voir que, je dirais, la communauté scientifique au sein je dirais, du site clermontois d'enseignement supérieur est en partie représentée donc structurée autour d'un press qui va être appelé à évoluer en communauté d'université d'établissement. Ce press qui, je dirais, associe les deux universités clermontoises et 3 écoles d'ingénieurs. Je dirais parmi ces 3 écoles d'ingénieurs, c'est principalement VET AgroSup qui a été, je dirais, associé, je dirais, par ces thématiques de recherche, je dirais, à la définition, au montage du projet. Parmi les universités, l'université Blaise Pascal a été effectivement, et ses équipes ont été fortement impliquées, notamment à travers deux structures que je tiens ici à évoquer.
D'une part, le laboratoire Magma et Volcan, une unité mixte de recherche, coportée donc par l'Université Blaise Pascal, le CNRS et l'Institut de recherche sur le développement, l'IRD, qui regroupe les forces en matière de géologie, de sciences de la Terre sur l'université. Bon, et qui est d'ailleurs également, je dirais, le moteur du laboratoire d'excellence Clairvolc. Bien entendu, le laboratoire Magma et Volcan a apporté, évidemment, toute son expertise reconnue à l'échelle internationale dans le domaine, précisément, du volcanisme, dans ses aspects, on va dire, notamment géologiques. Et d'un autre côté, la Maison des sciences de l'homme, MSH, une unité de services et de recherche, coportée par l'université et le CNRS, justement, qui est une structure résolument pluridisciplinaire dans son essence et qui a justement pu contribuer dans l'élaboration du projet, à la fois, je dirais, sur un volet de connaissances scientifiques, et puis aussi sur des aspects, on va dire, plus méthodologiques, dans différents domaines, parce que justement l'intérêt d'un site comme celui du Puy de Dôme, de la chaîne des Puys et de la faille de Limagne, c'est précisément par sa dimension universelle de pouvoir justement mobiliser, intéresser des scientifiques sur différents domaines. C'est-à-dire à la fois les archéologues, les historiens de l'art, les spécialistes donc effectivement de l'archéologie des sites, bien entendu les géographes, les spécialistes des sciences de l'environnement, les cartographes, et puis également toutes les personnes qui s'intéressent aux problématiques du développement des territoires, de l'histoire des sciences, etc. Donc il y a véritablement, je crois, du côté de la communauté scientifique, il y a encore bien entendu, une mobilisation interdisciplinaire, justement, qui permet je dirais, de travailler, bien entendu, sur le soubassement, on va dire, à la fois géologique et humain, en quelque sorte, des paysages et des sites qu'il s'agit effectivement de faire reconnaître. Mais il y a également, justement, toute une démarche qui vise aussi, bien entendu, à s'inscrire dans une logique comparative. Je crois précisément que le colloque que nous ouvrons aujourd'hui, qui est un colloque scientifique, donc qui montre bien, justement, qui est bien l'illustration un petit peu de la démarche que nous avons entreprise déjà depuis plusieurs années, eh bien ce colloque, justement, s'inscrit pleinement dans cette démarche de comparatisme, dans cette volonté, justement, à travers les comparaisons, de voir aussi ce qui fait la spécificité d'un site, spécificité naturelle, mais aussi spécificité de sa gestion humaine, à travers, on va dire, à travers les différentes périodes de l'histoire. Il me semble que c'est là, bien entendu, un enjeu essentiel des rencontres qui vont se dérouler au cours de ces 3 journées, donc pour lesquelles, au nom de l'ensemble des membres du Presse Clermont Université, je vous souhaite de belles journées de travail et d'échange. Merci de votre attention. Bien. Juste pour introduire le colloque, cette photo, vous verrez peut-être pas ça demain parce que c'est pas sûr que les moutons soient là, mais elle illustre bien d'où on est venu pour présenter le colloque, pour initier ce colloque. Comme tout le monde l'a dit, c'est lié à cette candidature de la chaîne des Puys, et on a bien ici la question d'un site naturel. On est sur un volcan, le Puy de Dôme, qui est un volcan qui est visible parce qu'il est pâturé, mais il est aussi fréquenté, comme vous pouvez le voir, avec toutes les pancartes présentes. Et puis il est aussi plus ou moins entretenu, avec des problèmes d'érosion, et il a été remis en état, parce que ce site est la propriété du Conseil général. Donc vous voyez, là, on est bien sur une question... on est bien sur une question... d'un site naturel qui est visible parce qu'il est utilisé, en fait, c'est-à-dire ceux qui pensent qu'il est naturel, c'est plutôt ceux qui ne sont pas dessus, et ceux qui sont dessus, ils n'ont pas l'impression qu'il est naturel. Et puis c'est aussi tout le processus d'inscription qui modifie le jeu de pouvoir et qui est aussi très intéressant sur un plan social. Et donc ce travail nous a amené à des questions beaucoup plus larges. Qu'est-ce que c'est qu'un site naturel? Comment on peut concilier un patrimoine mondial avec des enjeux locaux? Là encore, ça a été dit, mais je le redis, on a beaucoup tiré profit d'expériences dans d'autres sites.
Et puis, il reste des concepts, des méthodes en débat. On a déjà commencé d'en discuter hier soir. Et donc, ça faisait 3 bonnes raisons de faire un colloque. Outre ces bonnes raisons, on va dire, locales, puisque notre problématique, elle est entre le local et le global, je dirais que sur un plan global, nous avions un contexte tout à fait favorable à engager ces recherches scientifiques, puisqu'il s'agit bien, effectivement, d'échanges scientifiques, mais ce qui ne signifie pas que l'on doit rester strictement dans une communauté scientifique et qu'il faut s'ouvrir aussi, on l'a dit, aux experts et aux gestionnaires. Alors, ce contexte favorable, je l'ai évoqué, on l'a évoqué sur 3 plans. D'abord, et ça a déjà été un peu dit, une problématique de territoire, de gestion d'espace et de territoire, qui sont eux-mêmes confrontés à cette dialectique du local et du global, sans arrêt, avec parfois une tendance, ça a été évoqué en parlant de repli identitaire par le président du parc, mais avec parfois une tendance au réancrage, à la reterritorialisation locale qui peut aller effectivement vers des formes de repli. Donc les territoires, les espaces, y compris naturels ou perçus comme naturels, sont soumis à cette tension de la mondialisation et du local. C'est déjà un contexte scientifique fort intéressant. Deuxièmement, ces territoires, ils sont aussi soumis à une concurrence à la fois parfois locale et internationale, et ils sont dans des logiques de développement, de recherche de compétitivité, entre attractivité, qui signifie parfois accueillir des visiteurs, des habitants, mais aussi de valorisation de ressources spécifiques, et il y a là un champ de la recherche important, mais aussi de recherche, de démarches marketing, de démarches de labellisation, ou pourquoi pas d'inscription, qui peuvent être perçues aussi dans cette optique. Ce qui pose aussi toute une série de questionnements scientifiques. Et puis ces espaces et ces territoires, ils sont soumis à une montée en puissance, je dirais, des valeurs de nature et de patrimoine à l'échelle locale pour les habitants, les visiteurs de certains sites très localisés, mais aussi, et c'est pour une part la démarche de l'UNESCO, à l'échelle globale. Donc voilà, c'était un contexte scientifique plus général qui nous a conduit à réfléchir à ces questions. Alors, en évoquant tout de suite, d'emblée, bien sûr, on parle de sites naturels, la communauté scientifique est prudente, toujours, avec ce terme de nature, puisque ce qui est perçu comme nature, et là vous avez 4 illustrations que je ne vais pas commenter, vu que l'heure avance aussi, mais vous avez là 4 espaces qui vont du désert à la haute montagne, en passant par des forêts primaires et des sites, disons, qui sont liés à l'eau. Vous avez là des espaces, des natures qui peuvent paraître sauvages pour les visiteurs, mais qui sont bien sûr issus d'une construction sociale, qui sont parfois visitées, traversées, si on pense aux nomades par exemple, ou aux sociétés locales qui peuvent parcourir ces espaces, qui sont organisés et puis, bien sûr, qui renvoient à des idées, à des valeurs, à des enjeux qui sont ceux de la société. Alors, en fait, la nature est peut-être pas une notion aussi universelle. C'est vrai que c'est d'abord un concept assez occidental, qui a une vision du monde très, très matérialiste, en fait, et qui est basée sur une espèce de rupture entre l'homme moderne et puis ce qu'il y a autour de lui. Mais il y a aussi d'autres façons de penser la nature, et qui peut-être opposent moins les gens et la nature. Donc je ne veux pas trop m'aventurer sur le terrain de l'anthropologie, parce que ce n'est pas mon domaine, mais c'est vrai que la grille de lecture que propose Descola, avec ses ontologies, entre l'animisme, le totémisme et l'analogisme, qui sont d'autres façons de considérer le rapport à la nature, montre bien que cette nature universelle, elle n'est peut-être pas si universelle que ça, en particulier pour les gens qui vont la fréquenter. Alors, juste une petite illustration, c'est qu'on peut aussi rencontrer ces conflits en fait, de conception du monde dans un projet d'inscription. Juste une petite illustration, voilà, une vision très naturaliste du monde avec cette fameuse peinture de Gaspard Friedrich, L'homme au-dessus des nuages.
Une vision, cette fois-ci complètement orientale, c'est une peinture du XIIe siècle d'un peintre chinois que j'aime beaucoup, et où l'homme est vraiment dans la nature, c'est-à-dire avec une pensée analogique, où on a complètement fragmenté le monde en une multitude d'éléments qui s'opposent, le yin, le yang, les éléments, etc., et qui fait que l'homme est dans la nature. Une pensée, cette fois-ci, plutôt du registre animiste, avec une peinture d'un artiste australien aborigène qui montre bien, cette fois-ci, une conception de la nature où, en fait, il n'y a pas de différence entre l'être humain et les non-humains. Il y a juste une différence d'apparence, mais pas de pensée et d'intention. Et puis une pensée totémique, comme cette peinture sur une peau d'Indien, d'ailleurs qui vient d'être restaurée. Si vous allez au musée de Besançon, elle est visible, c'est assez étonnant, c'est un héritage de la collection de Louis XIV, je crois. Et en fait, on est obligé de réfléchir un peu à une autre façon de penser la nature quand on gère ces sites, et je laisse la parole à mon collègue Laurent, parce que c'est lui qui doit parler de ça. Au-delà donc de la vision de la nature, et on glisse progressivement vers les questionnements aussi de la gestion des sites perçus comme naturels et pensés de façon différente, il y a la question qui a déjà été un peu évoquée des rapports, y compris dans la gestion de l'environnement, entre l'homme et la nature, les sociétés et leur environnement. Alors, juste pour dire, et je ne vais pas développera dans une communication écrite, juste pour dire qu'il y a un renouvellement qui est à la fois, et c'est ça qui est intéressant, qui est à la fois d'ordre épistémologique et scientifique, et qui aussi va toucher les acteurs du développement, de l'aménagement, de la gestion des sites. Ce renouveau épistémologique, j'ai remis les travaux alors, qui renvoient à Latour, mais aussi aux chercheurs, notamment indiens, Gisli Palsson, autour, là aussi, de typologies, de paradigmes qui changent et qui évoluent, on va dire, dans des visions qui ont pu être parfois très cloisonnées, avec une séparation de la société et de la nature, jusqu'à cette dernière forme appelée communalisme, qui rejette donc ce dualisme et qui essaye de rechercher le dialogue complexe entre les sociétés et leur environnement, et qui va déboucher, en termes de recherche, sur effectivement une vision sur la construction sociale, y compris des sites perçus comme naturels, qui va s'interroger sur les savoirs locaux et sur l'importance des perceptions, des représentations, des imaginaires, des sociétés et des acteurs, comme fondement aussi des actions, y compris d'aménagement concret de l'espace. Alors, pour rentrer un peu plus sur nos dossiers UNESCO et la réflexion que l'on peut avoir, on vous a remis ici les fameux critères que tout le monde connaît par cœur. Je ne vais pas les reprendre. Alors, on a, au-delà de l'illustration en fond, on a souligné à travers deux couleurs, et on va rejoindre un peu les questionnements qu'on peut avoir en interaction entre l'expertise et la science, si tant est qu'il y ait des fossés entre les deux, mais en tout cas, dans ces critères, vous avez un certain nombre de critères que l'on va reprendre, mais qui relèvent, on va dire, d'un travail d'expertise, qui peuvent renvoyer à l'importance esthétique exceptionnelle, alors il faut comparer par rapport à quoi, mais aussi de facteurs qui peuvent toucher plus directement les scientifiques, que ça soit en termes d'histoire de la Terre, de processus écologiques et biologiques, ou de diversité, de biodiversité, qui posent un certain nombre de questions sur lesquelles on va revenir. Alors, pour revenir à ce croisement entre approche scientifique et approche à dire d'experts, pour souligner, et c'est des questionnements que l'on aura et que l'on a, y compris à travers un certain nombre de posters qui sont présentés, cette approche d'expertise, elle est aussi, pour une part, et c'est un grand questionnement, extérieure au lieu, extérieure au site, qui engage un processus de reconnaissance. Alors, expertise, pour définir la valeur universelle et exceptionnelle, qui renvoie de la comparaison par rapport à d'autres sites, qui renvoie effectivement à ce que l'on a brossé trop rapidement sur les clivages culturels qui peuvent exister, mais approche d'expertise aussi pour évaluer les menaces
expertise qui peut rejoindre la science aussi, menaces liées aux activités, liées aux convoitises, liées à la hausse de la fréquentation. Approche d'expertise qui peut bien sûr aussi rejoindre l'approche scientifique pour définir des plans de gestion et pour garantir l'intégrité, l'accessibilité et la transmission des sites. Alors, en fait, comme on l'a déjà dit, mais pour insister encore un peu plus, c'est vrai que un site qui peut être inscrit au patrimoine mondial sur des critères naturels peut être habité ou occasionnellement fréquenté. Là, ici, j'ai mis toutes les photos, je les ai prises sur le site de l'UNESCO, comme ici, dans la forêt équatoriale, avec des pygmées. Il peut aussi avoir une valeur, d'autres valeurs, en particulier des valeurs religieuses, symboliques. Donc là, j'ai mis Uluru en Australie, et on a un poster sur Kailash, sur les montagnes de Kailash à la frontière du Tibet. Ou aussi, et on l'a déjà dit, mais c'est vrai que c'est aussi un des paradoxes, c'est que parmi les sites inscrits au patrimoine, il y a beaucoup de convoitises pour de l'exploitation forestière, minière, des implantations électriques ou des équipements touristiques. Alors on reprend ces critères pour non pas pour en faire une analyse. Alors vous aurez là quelques statistiques qu'on ne va pas reprendre sur le nombre de sites qui sont reconnus en fonction de ces critères, mais juste pour poser un peu des questions que nous nous sommes posées dans la préparation de ce colloque et qui peuvent être des questions bien sûr à mettre en débat pendant ces journées. Le critère 7, critère esthétique, et ce critère wow que tu as évoqué, bon, ça pose des questions bien sûr sur comment définir l'importance esthétique d'un lieu, selon justement quels critères, mais aussi sur qu'en pense la société locale, les habitants permanents, temporaires d'un espace. Par exemple, juste cette petite illustration avec les papillons monarques qui sont inscrits au patrimoine mondial. C'est vrai que on peut se poser la question, c'est un terrain que je connais peu, mais inscrire des papillons au patrimoine mondial, comment ? Une réserve, c'est une réserve, oui, c'est une réserve, mais la beauté des papillons, enfin, les papillons sont-ils beaux pour tout le monde ? C'est vrai que c'est des questions qu'on peut se poser. C'est vrai que quand on les voit, c'est vraiment très beau, mais je ne sais pas ce qui se passe. Bon, voilà, c'est une question, je n'ai pas la réponse, c'est quelque chose qui interpelle. Alors, le critère 8, le témoignage de l'histoire de la Terre. Vous avez vu les nombres, il y a 950, 970 sites inscrits au patrimoine mondial. Quand on est dans les sites naturels, les effectifs sont beaucoup plus faibles. Et en géologie, on est dans des effectifs vraiment très faibles, 86 sites qui sont inscrits, et il y en a seulement 17 avec ce seul critère. Et avec la géologie, on est confronté à ça, et on l'a bien vu nous aussi avec nos questions de volcans, c'est comment on peut maintenir la visibilité d'un phénomène géologique quand en fait tout pousse à le faire disparaître, c'est-à-dire la végétation qui peut le masquer, l'exploitation qui peut le faire disparaître, ou même les processus naturels d'érosion qui peuvent à terme faire disparaître complètement un site. Et puis, à l'inverse, comment on peut arriver à convaincre les populations locales et une certaine catégorie de population qu'un site géologique a de la valeur c'est vrai, regardez, c'est qu'une pauvre falaise, quoi. Et pourtant, c'est un site fossilifère. Donc, il y a bien là un apprentissage, une connaissance à acquérir sur des sites de ce type-là. Alors, autre grand questionnement, c'est le critère 9 sur les processus écologiques. Et là, on est bien au croisement aussi, j'allais dire, des sciences sociales et des sciences de la vie et de la nature. Comment étudier, bien sûr, ces processus complexes, mais aussi comment concilier ces processus écologiques, ne pas les perturber, ou au contraire, parfois restaurer certains processus, et les activités humaines présentes sur les sites, et au-delà, la fréquentation. C'est un des grands questionnements que de nombreux sites vont présenter. Alors le dernier critère,
le critère 10, donc des habitats représentatifs, naturels représentatifs de la biodiversité. Là encore, une centaine de sites. Et encore une autre question, qu'est-ce que c'est la biodiversité pour les gens qui fréquentent ces espaces? Est-ce qu'on peut réconcilier des processus écologiques avec des activités humaines locales et avec la fréquentation? C'est vraiment des débats quotidiens que l'on a avec les gestionnaires de sites. Et puis aussi les problèmes d'appropriation des ressources, parce que évidemment, malheureusement, là où il y a de la biodiversité, il peut y avoir aussi des réserves minières, des possibilités d'exploitation d'énergie. Et un site qui m'a interpellé en préparant cet exposé, c'est ce site du parc national de Keolado en Inde, qui en fait est entouré d'un mur de 2 mètres de haut et qui était une ancienne réserve de chasse et qui du coup a été mis à l'écart des pressions, mais qui accueille une faune très riche. Mais est-ce que c'est vraiment un site naturel? Enfin, c'est une question vraiment, moi j'ai pas de réponse, mais qui interpelle. Alors, en fait, juste ce petit tour d'horizon pour dire qu'il y a une grande variété de situations, et dans cette grande complexité, on peut peut-être appliquer une méthode analogique qui est d'essayer de trouver des proximités, des oppositions. Alors, je vous propose une grille toute simple. Sur un premier axe, l'aspect. Un site qui est plus ou moins marqué par l'activité humaine. Comme le dirait M. Talus beaucoup mieux que moi, il y a des sociétés dont la finalité de la gestion, c'est de ne pas laisser de marque dans l'espace. Et donc, il y a des espaces sur lesquels il peut y avoir une activité humaine, mais qui ne se voit pas, jusqu'à des milieux totalement artificialisés. Et puis, on pourrait avoir un autre gradient qui est la présence ou l'absence de population entre des sites totalement vides, je ne sais pas s'il en existe encore beaucoup, et des sites qui sont carrément habités. Et donc, si on projette les sites sur ces deux axes, on a des sites très peu, dans lesquels la présence de l'homme est très peu visible, et puis avec l'absence d'habitants jusqu'à des espaces habités, même si cette population peut être très réduite en effectif. Au milieu, on a vraiment là des paysages, des espaces qui sont en interaction forte avec le milieu, qui ont été soit qui ont été façonnés à une époque et les hommes ont disparu, comme dans le Tassili, soit qui sont utilisés de façon périodique, temporaire, comme les montagnes qui sont pâturées, soit des paysages qui sont vraiment le résultat d'une interaction forte entre un milieu et une société. Puis bon, j'ai mis aussi, j'ai pas mis d'illustration parce qu'on est un peu en dehors de notre sujet, mais on retrouve bien là les trois catégories des sites, c'est-à-dire les biens naturels, les paysages culturels et les paysages culturels et les biens culturels, mais on voit bien qu'il y a une espèce de gradient et que la frontière n'est pas aussi nette que ça dans des tas de situations, ce qui fait que ça complexifie la réflexion sur la gestion, qui ne peut pas être une succession de catalogues de recettes toutes faites en disant si vous avez tel critère et telle solution, eh bien appliquez la méthode 2 qui va vous sauver de la catastrophe. Alors, on débouche, et on va arriver peu à peu au colloque, on débouche sur des défis, des enjeux qui questionnent, encore une fois, aussi bien une communauté scientifique que des acteurs, des gestionnaires, des personnes qui essayent de monter un dossier. Ces difficultés, on les a résumées très brièvement ici, et chacune peut être un sujet de débat et d'échange. C'est toute cette dimension des conceptions, des perceptions, des valeurs qui sont différentes et qui ne sont pas toujours partagées. C'est la question de la préservation de la valeur universelle, exceptionnelle d'un site qui peut parfois s'opposer, et comment coordonner tout ça aux besoins locaux. C'est la question importante notamment dans des pays en développement, de l'accès aux ressources pour les populations locales. C'est la question, elle a été évoquée, de biens qui ne sont pas toujours en mesure de recevoir beaucoup plus de visiteurs, alors que bien sûr ils vont acquérir une attractivité. C'est la question, on est de nouveau dans la dialectique du local et du global. Il peut y avoir des sites complètement ceinturés de murailles, mais les sites, ils sont aussi affectés par ce qui se passe de l'autre côté, en quelque sorte, du périmètre, du fameux périmètre, et comment construire tout ça. Et puis, il y a un grand débat,
On reparlera bien sûr sur la participation, les démarches qui permettent cette participation des populations. En termes de défis et de questions, bien sûr, tout ça peut être pris de façon plus précise en matière de gestion, de façon plus détaillée. Hein. C'est les questions d'organiser et de maîtriser donc les visites, alors qui posent des questions à la fois en termes d'ingénierie écologique, mais aussi, j'allais dire, d'ingénierie sociale et d'éducation, de formation des publics. C'est la question de concilier, on a beaucoup insisté là-dessus, les activités locales et les processus dits naturels, qui eux-mêmes sont souvent à l'interaction de la nature et de la société. Ça signifie aussi identifier les pratiques humaines et des sociétés, leurs causes, leur impact, les alternatives éventuelles. Et puis c'est à un moment, probablement, dans de nombreux cas, contenir des appétits extérieurs, parfois sanctionner, mais aussi parfois compenser et durablement ce que l'on peut concevoir entre ces deux dimensions de préservation et de gestion, de valorisation des sites. Alors, tout cela... quelques petites illustrations très rapides pour montrer que tout cela est complexe, parce que, je dirais, le système, si on veut avoir une approche un peu systémique qui s'organise avec les acteurs, les sociétés et un site, ils évoluent, et souvent, et dans le cas de la chaîne des puits, on voit bien, hein, on est dans le début de processus, milieu du gué, mais on voit bien que déjà dans les perceptions des acteurs que l'on rencontre, les choses évoluent. Avant l'inscription, on va dire, on a un jeu d'acteurs qui est assez relativement simple, ce qui ne signifie pas qu'il n'est pas soumis à des tensions. Alors avec d'abord un espace qui n'est pas strictement délimité, même s'il peut y avoir un parc avec ses limites, mais un espace qui est assez ouvert, où on exploite, que l'on visite, où éventuellement on peut avoir des pressions et des pratiques qui ne sont pas voulues ou désirées de type braconnier. Et puis il y a les communautés locales. Ça, c'est avant l'inscription. On a un système. Et ce système, à un moment, il va être perturbé avec... ou après, et même dans la démarche même de construction et dans les perceptions que peuvent avoir par exemple les habitants, dans le processus d'inscription. Alors dans ce processus, première chose qui apparaît, c'est des limites strictes. Il y a un dedans et il y a un dehors. Alors dans le dedans, ou presque dans le dehors, ça dépend, il peut y avoir des communautés locales. Vous excuserez les représentations tout à fait symboliques et n'y voyez aucun néocolonialisme, s'il vous plaît. Mais je ne pouvais pas mettre des Auvergnats quand même parce que ça aurait pas... Voilà. Bon, ça simplement à guise d'image. Hein. Alors, apparaît une nouvelle catégorie d'acteurs, des gardes, des gestionnaires. Et évidemment, ces gardes, ces gestionnaires vont interagir. J'ai mis une flèche dans un seul sens parce que l'interaction n'est pas forcément réciproque, avec les populations locales. Ces gestionnaires vont pouvoir aussi peut-être coordonner, contrôler un peu mieux des opérateurs sur lesquels on va pouvoir passer des contrats, des agréments. On peut espérer aussi que tous les usages illicites peuvent être un peu mieux contrôlés, en particulier avec une entente entre les gestionnaires et les acteurs locaux. Arrive une autre catégorie aussi assez souvent d'organisations non gouvernementales, plutôt environnementales sur les sites naturels, qui va commencer aussi à interagir avec les populations locales. Normalement, je ne sais pas si c'est normal, mais on observe souvent une hausse de la fréquentation et une interaction entre les gestionnaires, les populations locales, et puis arrivent aussi d'autres acteurs qui sont parfois coordonnés avec des programmes éducatifs. Et donc on a à la fois une sorte d'acculturation de la population, une évolution des mentalités, et donc un jeu d'acteurs beaucoup plus complexe qui perturbe en fait la situation précédente. Et c'est ce qu'on observe, d'ailleurs dans des sites qui sont en cours d'étude, où
le processus fait, là je cite un de mes étudiants, un de mes doctorants, Xavier, qui est par là-bas au fond, et que vous pourrez rencontrer durant le colloque, et qui montre bien que justement, par exemple, dans la chaîne des puits, il ressortent des choses qui étaient enfouies, qui n'étaient pas dites, et qui s'expriment. On sent des crispations, à l'inverse, on sent des enthousiasmes. Enfin, le jeu se modifie avec des nouveaux acteurs, avec des nouveaux rapports de force. Et donc, en tant que gestionnaire, c'est quelque chose qu'il ne faut vraiment pas minimiser. C'est un fait, de toute façon, c'est comme ça. Mais par contre, c'est un élément que des fois on oublie. Et dans la mise en œuvre parce qu'on est toujours à la course et tout ça, et dans la mise en œuvre du processus, avoir en tête qu'on a un déséquilibre et que ce déséquilibre peut conduire soit à une explosion, soit à l'inverse, à un nouvel équilibre, quelque chose de vraiment essentiel, d'avoir cette vision un peu dynamique, encore un peu une pensée orientale, quoi, avec tout est en changement, et ce qui est important, c'est le souffle vital qui assure l'harmonie, comme on dit dans le Tao. Voilà, alors tout ça s'inscrit, je reprends mon chapeau de géographe, tout ça s'inscrit dans une dialectique d'échelle et de local et de global, avec un système complexe. On peut partir du centre de la pyramide, là, hein, c'est-à-dire des États avec leurs droits souverains, notamment sur leurs ressources naturelles et leurs administrations. Et tout ça a croisé avec le local, les communautés locales, les gestionnaires, et puis avec ces nouveaux acteurs qui peuvent être d'échelle globale, d'échelle internationale, avec ces institutions mondiales que peuvent être l'UNESCO, mais aussi au-delà des institutions, au sens large du mot institution, des ONG, des experts, etc. Et on est dans un système qui devient un système d'interaction du haut vers le bas, descendant et ascendant, une valeur universelle exceptionnelle qui doit descendre vers le local en quelque sorte, et des enjeux locaux parfois très complexes et des jeux d'acteurs qui se complexifient, qui doivent remonter vers le haut. Comment, en quelque sorte, gouverner tout ça? Il y a une dimension aussi juridique à un moment qui peut se poser. Comment gouverner tout ça? Comment faire remonter les enjeux locaux vers le haut? Comment faire redescendre vers le bas les questions, les questions de valeur des sites? C'est une dialectique complexe, systémique, et qui pose aussi concrètement des questions pour les gestionnaires. Et donc, l'objectif de notre exposé n'était pas de dire la vérité qui n'existe pas d'ailleurs, mais plutôt de poser des questions qu'on pourra développer durant toute la conférence. Première question, est-ce qu'il faut en finir avec le wilderness? Qui a quand même une connotation religieuse assez marquée, qui n'est pas forcément adaptée à une planète surpeuplée avec une grande diversité de sociétés. C'est une question qu'on se pose. Est-ce qu'on peut imaginer des alternatives à une politique qui soit purement répressive? D'abord parce que c'est une conviction, mais je pense qu'elle est partagée, c'est que les populations locales ont un vrai savoir-faire, même si ce savoir-faire n'est pas toujours adapté aux enjeux actuels. Juste une petite anecdote, on n'a pas le temps, mais tant pis, je vous la raconte quand même. J'avais, il y a quelques années, un de mes étudiants qui est parti à Madagascar dans une ONG dont l'objectif était d'amener les communautés à ne plus faire de feu, parce que le feu, c'est pas bien. Et donc lui, il faisait les enquêtes auprès des populations locales. Et donc, ça faisait des années qu'il y avait tout un programme pour inciter les éleveurs à ne plus faire de feu. Et cette ONG a fait venir un spécialiste mondial du feu qui voulait leur montrer comment on faisait le feu comme il faut. Et donc, il a allumé un feu, et puis pas de peau, le vent a tourné, et toute la steppe s'est mise à brûler. Et à ce moment-là, les animateurs de l'ONG étaient affolés et ont dit aux gens « Non, mais il faut faire quelque chose ». Et les gens ont dit « Non, mais l'homme blanc, c'est pas nous ». Et donc, ça montre bien qu'il y a un savoir-faire. Parfois, nous, on est confrontés à ça sur le terrain. Moi, en tant qu'agronome, je suis confronté à ça sur le terrain assez souvent. On est des fois surpris par des pratiques. Et ces pratiques ont parfois des effets très néfastes sur l'environnement, mais
c'est pas forcément lié à un manque de savoir-faire, ça peut être lié à un contexte, ça peut être lié à une pression sociale, ça peut être lié au fait que ceux qui ont le savoir-faire, on leur a tellement dit que c'était pas ça qu'il fallait faire, que du coup, ils le transmettent pas. Et donc, il y a bien là quelque chose, et vraiment, c'est pas pour montrer du doigt qui que ce soit, parce que c'est pas facile, mais comment on peut articuler en fait ce savoir-faire local avec un savoir scientifique. Bon, l'autre question, c'est que le tout répressif ne marche pas dans des espaces très larges, très vastes, parce qu'on ne peut pas mettre un gendarme partout, tout bêtement. Et puis, il y a quand même des abus sur lesquels il faut être vigilant. Donc, est-ce qu'on peut imaginer une politique qui combine les deux, qui soit, moi j'aurais tendance à dire, qui soit ferme sur les intentions et qui soit capable de bloquer certains appétits, tout en étant souple dans la gestion pour permettre l'adaptation aux conditions locales. Et on voit bien que là, on va vers une réflexion autour de comment on peut hybrider les savoirs, comment on peut articuler la volonté politique et le dialogue. Et pour ça, il faut des moyens humains et des moyens financiers. Et je dirais qu'en fait, on sent bien là qu'il y a un besoin, et c'est l'enseignant qui parle, mais on a besoin de faire émerger un nouveau métier, un métier de gestionnaire, ou de médiateur gestionnaire, c'est-à-dire quelqu'un qui a un bagage scientifique, mais qui a aussi une dimension anthropologique, à la fois un savoir-faire et des notions de sciences humaines et sociales, pour être à l'écoute, c'est-à-dire quelqu'un qui soit capable de s'effacer pour être un intermédiaire entre ces échelons pyramidaux du haut et du bas. Et là, je crois qu'il y a un vrai défi pour nos jeunes. Alors, vous avez peut-être vu, il y a quelques jeunes qui sont debout, là. C'est pas parce qu'il n'y a pas de place, c'est parce qu'on a associé nos étudiants au colloque, et donc c'est eux qui passeront les micros, et ça leur permet aussi de discuter avec vous et de participer à la conférence. Et on espère contribuer à faire émerger. Donc, vous avez là une pépinière en gestation. Voilà, alors on va terminer avant de rentrer un peu dans les pratico-pratiques du colloque, mais je reprends la casquette locale globale, qui est un peu notre fil directeur de cette introduction scientifique, mais aussi qui se veut une introduction sur des débats aussi avec les gestionnaires, pour redire qu'il nous semble important, et ça fera partie des questions, et parfois difficiles, d'articuler le local et le global dans toutes les phases de la procédure UNESCO. Dès le montage de la candidature, comment associer les acteurs locaux, comment croiser les savoirs, tu viens de l'évoquer, comment mobiliser, comment finalement permettre aussi à cet échelon local de faire remonter ses préoccupations, ses savoirs. Avec un acteur clé, pas toujours facile, qui est le niveau de l'État dans notre pyramide, qui ne connaît pas toujours justement le contexte local, qui peut imaginer, c'est peut-être la solution de facilité, des démarches relativement autoritaires, mais les États évoluent, et évoluent rapidement aussi, et puis qui peut ne pas voir l'intérêt d'une participation forte des populations locales, surtout que parfois d'autres types de conflits liés à des communautés locales, à des populations autochtones par exemple, peuvent se greffer dans les procédures. Et puis aussi ne pas oublier cette question des acteurs invisibles, les collègues à l'université Blaise Pascal qui travaillent aussi sur ces acteurs invisibles, et ils sont présents aussi, et c'est peut-être les plus complexes des firmes qui ont des intérêts puissants et qui ne sont pas toujours visibles, bien sûr les utilisations illicites, et comment ces acteurs invisibles les associer à la démarche. C'est autant de questions que l'on va essayer d'aborder dans le cadre de ce colloque dont la structure va être présentée par Yves. Alors, et puis on va terminer parce qu'il est tard. Alors, le programme de la conférence, donc vous l'avez dans les pochettes qu'on vous a distribuées. Donc, juste rappeler, le premier jour, aujourd'hui, l'idée, c'est vraiment de discuter des enjeux liés à l'inscription sur la liste du patrimoine mondial avec des cadrages théoriques et des études de cas cet après-midi. Donc, Laponia, La Réunion, le Vadenzé et je ne sais pas comment le prononcer, le Siancan au Mexique. Et puis une séance de posters. Donc pour la séance de posters, j'en profite pour dire, donc on a essayé de trouver un système un peu convivial, couplé avec un apéritif. On a prévu aussi, pour ceux que ça intéresse, de faire des interviews qui seront filmées et enregistrées
pendant les pauses. Donc c'est Xavier et Anthony qui sont les opérateurs, qui piloteront les interviews. Donc j'ai mis un petit planning, donc si vous voulez vous marquer dessus. L'idée, c'est que ça permette à chacun de présenter son poster plus en détail et, si vous en êtes d'accord, de faire en sorte que ces enregistrements soient mis dans les actes numériques. J'en profite aussi pour vous dire que, conformément à la loi sur le droit à l'image, on vous a demandé si vous étiez d'accord pour être filmé et enregistré, puisqu'on a un système qui nous permet de le faire et de le mettre dans les actes numériques. Donc si vous avez un problème, ce qui est tout à fait compréhensible, simplement bien le signaler à Charlotte. Je continue le programme. Donc le deuxième jour, 3 sorties terrain en parallèle, et on finira à Vulcania, qui est un centre européen du volcanisme, avec une soirée festive. Donc n'oubliez pas de vous enregistrer. Demain matin, 8h15, il faudra être à l'heure parce que le programme est un peu dense. Et le troisième jour, c'est aussi, après tout ce qu'on aura vu et discuté, c'est l'idée d'approfondir deux questions de manière un peu plus concrète. C'est comment on articule en fait une gestion de faune dite sauvage avec des acteurs locaux, et puis tout le deuxième atelier autour de la participation, l'implication des acteurs locaux, et comment en fait l'inscription peut être un levier pour conforter une culture locale et peut-être redonner le moyen des populations locales de réintégrer le jeu des négociations. On présentera aussi des exemples dans d'autres contextes, des exemples de gestion avec les géoparcs et les grands sites de France. Et puis des exposés un peu conclusifs. Alors j'ai les excuses à vous présenter de Serge Briffaut qui, pour des problèmes de santé, ne pourra pas être avec nous. Donc on est en train de réfléchir à une réorganisation du programme et puis une synthèse à la fin de la conférence. Juste pour conclure, dire qu'en fait notre souhait dans cette conférence, c'était de contribuer à promouvoir des façons d'agir sur le terrain qui soient vraiment en phase avec les orientations de l'UNESCO, qui intègrent aussi ce fameux 5e C d'implication des local communities dans les processus. L'idée, c'est aussi de faciliter des échanges, donc c'est pour ça qu'on a essayé de prévoir des moments un peu conviviaux. Et les sorties terrain, vous le verrez, c'est aussi l'occasion de rencontrer des acteurs, de toucher du doigt des cas concrets et qui peuvent aider à mettre un peu de matérialité dans ces propos. Ensuite, on espère bien que cette conférence aura des suites. Donc déjà, les actes, grâce aux équipements et au savoir-faire de l'Institut qui nous héberge, c'est de faire des actes numériques, donc qui peuvent donner un peu plus d'ampleur et puis aussi de quelque chose de plus agréable pour les actes et pour les posters. Et puis, on réfléchit à un projet d'ouvrage. Et on est en cours de négociation avec les presses de Cambridge autour de ces questions-là qui permettraient d'aller plus loin et peut-être d'approfondir les points que nous venons juste de survoler. Voilà, et merci pour votre attention. Et cette photo pour illustrer un travail d'une de mes étudiantes aussi en Tunisie à l'époque de Ben Ali, où c'était quand même très difficile de faire des démarches participatives et où elle avait imaginé quelque chose d'assez amusant. C'était pour des problèmes de gestion de l'eau dans une palmeraie, et elle avait proposé aux paysans de faire un arbre à problème en mettant avec des cailloux un problème sur chaque caillou, et de construire une espèce d'arborescence des difficultés pour mettre en face un arbre à solution. Et la police politique a accepté parce qu'elle considérait que des paysans mettant des cailloux par terre, ce n'était pas du tout subversif. Et donc ça lui a permis de faire quelque chose de vraiment très intéressant, d'amener les paysans à exprimer les difficultés qu'ils avaient vis-à-vis d'une compagnie industrielle qui pompait dans la nappe et des centres touristiques qui les privaient d'eau pour faire l'irrigation, ce qu'ils n'avaient jamais pu dire auparavant. Donc ça montre qu'avec un peu d'imagination et puis je pense aussi avec beaucoup d'empathie, parce qu'elle avait vraiment réussi à se faire adopter par les éleveurs, les paysans là-haut, on peut, j'espère, arriver à concilier nature et culture. Voilà, merci de votre attention.